Nouvelle édition sur Africa Today. Merci de nous préférer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Le chef de l'État était ce samedi face à la presse au palais Sékou Toureya. Alpha Condé et le groupe de négociateurs du cadre de financement qui vient d'être signé en Chine entre les deux gouvernements ont donné d'amples informations sur tous les contours de ce méga projet dont le montant se chiffre à 20 milliards de dollars. Aboubacar Condé, compte rendu. Selon le président Alpha Condé, l'objectif de son gouvernement d'ici à 2020, c'est d'atteindre une croissance à 2 chiffres en Guinée. Et pour y arriver, il faut chaque année au moins un investissement d'1,5 milliard de dollars. D'où les négociations de ce cadre de financement avec la Chine. C'est une enveloppe globale de 20 milliards de dollars américains. Dr Ibrahima Kassuri Fofana a été le chef d'équipe de la partie guinéenne. Il donne ici l'assurance quant à l'utilisation judicieuse du montant. Il n'y a pas de possibilité, ni pour lui, ni pour son gouvernement, de dilapider un centime de cet argent. Parce que l'argent va être dépensé dans les modalités classiques des banques privées et des banques de développement. Tout projet éligible à ce financement doit faire l'objet des études de faisabilité. La première phase de ce méga projet concerne la route Koya-Mamoun-Daboula pour un montant de 400 millions de dollars américains, le port autonome de Conakry avec 700 millions de dollars, les voiries de la capitale 220 millions de dollars et la ligne d'interconnexion Linsan-Fomi pour 250 millions de dollars américains. Pour la ministre de l'économie et des finances, cet investissement revêt un double avantage pour la Guinée. Cette dette va servir à financer des investissements en infrastructure. Si on veut booster la croissance, si on veut une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020, il nous faut avoir des routes, il nous faut de l'électricité, il nous faut de l'eau, il nous faut un port qui fonctionne de manière optimale. Le deuxième caractère productif de cette dette, c'est que les projets que le ministre d'État a mentionnés, qui seront financés tout au cours de ces 20 prochaines années, ces projets auront un fort contenu local. Et ça, c'est extrêmement important. Ces montants vont être remboursés sous forme de royalties des entreprises chinoises qui vont exploiter les mines dans notre pays. Et pour y arriver vite, 3 projets sont déjà identifiés. Les 3 projets qui ont été choisis dans ce cadre-là concernent le projet CDM Enanshin, le projet SPIC et le projet de Chalco. Le projet CDM Enanshin a déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité. Le projet a même commencé les premières activités de production il y a quelques jours. C'est vous dire qu'il s'agit d'un projet concret dans le secteur minier qui s'exécute dans le cadre strict du code minier sans aucun avantage indu comparé à des projets similaires dans le secteur. Les autres bailleurs traditionnels comme le FMI et la Banque mondiale ont été largement informés selon les négociateurs du contenu de ce document dont le montage a été fait grâce à l'expertise de cabinets internationaux. Le président de la République, au cours de cette conférence de presse, a fustigé les colporteurs de mauvaises informations avant de rappeler que la Chine est loin d'être le seul pays qui exploite les mines en Guinée. Les propos d'Alpha Condé sont recueillis par Aboubacar Condé. J'étais en Chine, mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, en Guinée, on ne fait jamais d'enquête. On ne va jamais à la suite d'informations pour savoir comprendre exactement, avoir les bonnes ressources, les bonnes réponses aux questions qu'une opinion pourrait se poser. C'est pourquoi parfois il y a des erreurs de jugement et des fausses informations qui sont propagées pour troubler l'opinion, alimenter la suspicion et des soupçons à propos de certains actes publics. Il en a été de ainsi pour l'accord que nous venons de signer avec la Chine pour les 20 milliards. On dit que nous avons donné toutes nos ressources minières à la Chine. Et si nous-mêmes, on aurait vendu la Guinée à la Chine.
Bon, quand j'ai été élu président, j'ai trouvé un document qui donnait toutes nos ressources minières, pétrolières, à un secteur chinois, CFI, pour 10 milliards, tout. J'ai considéré que ça n'engage pas le gouvernement guinéen. Beaucoup de sociétés sont venues me voir. Voilà $1 milliard donné telle mine. Je dis à tout le monde, vous voulez 1 milliard? Ok. Vous voulez une mine? Vous attendez qu'on ait le nouveau code minier et vous aurez leur concession en fonction du nouveau code minier. Quels sont les gens qui sont dans le secteur de la bauxite? On dit chez les Chinois seulement. Depuis 1963, nous avons les Américains Alcoa à Kamsa. Nous avons Rusal qui était à Feuillat et à Kindia. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a lancé ce vendredi la campagne d'urgence pour la sécurité routière. Durant 90 jours, les acteurs du domaine devront prendre des mesures d'urgence pour réduire la fréquence des accidents de la circulation en Guinée. Cette campagne précède aux États généraux de la sécurité routière envisagés par le département de tutelle Sa Loyombono. Le récent cas d'accident à Kindia, celui de Dubrika et tant d'autres à Conakry sont encore loin de s'effacer dans les mémoires des Guinéens. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, entend minimiser les dégâts causés par les accidents enregistrés sur les différentes voiries du pays. D'où ce plan d'urgence sur la sécurité routière lancé ce vendredi à Conakry. Cette campagne d'urgence est notamment à l'intention des citoyens pour les inciter à se conformer aux règles dans la circulation en République de Guinée. La sensibilisation des usagers de la route en vue des changements de comportement, le renforcement des mesures de contrôle et de sanction par les services de sécurité, le dégagement des voies publiques actuellement sous la prise des marchands, des garagistes et autres. Un rapport de la Direction nationale de la sécurité routière précise que plus de 20 000 cas d'accidents de la circulation ont été enregistrés cette année dans le pays. Plus de 1500 personnes ont trouvé la mort dans cette drame, précise le même rapport. Des accidents qui, en grande partie, seraient dus au comportement humain. Selon les enquêtes réalisées par les services techniques du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les principales causes des accidents de circulation sont, entre autres, l'indiscipline et l'incivisme des conducteurs qui se livrent notamment aux excès de vitesse, aux surcharges, au surnombre, aux conduites sous effet d'alcool, etc. L'absence de contrôle technique des véhicules qui n'est plus réalisée en Guinée depuis 2003. L'absence de prise en compte des problématiques de la sécurité routière lors de la conception des projets d'aménagement routier. L'absence de code de la route. L'absence de rigueur dans la délivrance des permis de conduire. L'état défectueux de la plupart des routes et voiries urbaines. Cette campagne d'urgence se révèle aussi comme la phase préparatoire des États généraux de la sécurité routière qui devront proposer des solutions plus rigoureuses pour réduire les dégâts. Il s'agit notamment de doter la Guinée d'un plan directeur de la circulation et de renforcer les capacités opérationnelles. Ce plan d'urgence, au dire du ministre Abdoul Kabele Camara, nécessite le concours de tous car, dit-il, la vie de chacun en dépend. Informer les citoyens sur l'évolution de la situation de la desserte en électricité à Boké. Tel est l'objectif d'un point de presse organisé ce samedi 16 septembre par la Société de l'électricité de Guinée. Selon ses responsables, des solutions provisoires sont en train d'être envisagées, telles que l'acheminement de matériel en ce moment même pour rétablir rapidement la fourniture régulière du courant dans cette préfecture. Compte rendu Fatou Kébé.
Près d'une semaine maintenant, la préfecture de Boké est en proie à une vague de violence meurtrière. C'est pourquoi la Société de l'électricité de Guinée, soucieuse de cette situation qui prévaut, a, avec le soutien de l'État ainsi que les sociétés minières, œuvré pour rétablissement sans délai de la desserte de l'électricité dans cette localité. Et cela coïncide déjà par l'envoi de 3 groupes électrogènes en ce moment même avec le concours des sociétés minières évoluant dans cette zone. Les solutions pérennes et durables sont en cours de déploiement puisque nous avons renforcé la capacité de production au niveau de la ville par l'acquisition de 2 groupes de 3 MW, ce qui nous permettra de ramener la puissance installée à Boké à 5,5 MW. La puissance installée aujourd'hui de Boké disponible est de 2,5 MW, donc on va plus que doubler la capacité de production à Boké, ce qui permettra justement d'avoir des bonnes conditions de desserte, à savoir avoir une capacité productible qui est supérieure donc, à la demande de la ville. Toutes ces dispositions ne sauraient être exécutées en l'absence d'une situation apaisée. C'est pourquoi le président des ressortissants de Boké en appelle au calme et à la sérénité. Je demande à mes frères et sœurs qui sont à Boké présentement d'accepter de revenir à la raison. Rien ne peut être fait s'il n'y a pas de calme, s'il n'y a pas de sécurité. Il y a déjà des morts dont on déplore du côté de Boké. Ceci étant, je vais demander humblement à nos frères et sœurs évoluant sur le terrain d'accepter de baisser la main par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est vrai, depuis une semaine, les sociétés minières évoluant sur le terrain, et EDG, y compris le gouvernement, on est en train de se donner la main pour voir comment très rapidement on peut sortir de cette situation. Le président du conseil d'administration de la société minière de Boké lui réitère l'accompagnement de sa structure pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Nous avons constaté qu'effectivement EDG est à pied d'œuvre pour essayer de trouver des solutions. Nous avons trouvé des gens extrêmement préoccupés par la situation. Nous nous sommes mis, et notamment le consortium SMB-WAP, à la disposition de EDG. Nous avons mis un certain nombre de moyens techniques, n'est-ce pas, et humains à leur disposition qui vont permettre la mise en place d'une solution provisoire pour la desserte en électricité de Boké. À noter que cette crise est partie d'une réclamation sociale des jeunes qui exige le rétablissement du courant dans les ménages alors que la société en charge de la distribution de l'électricité justifie cette pénurie par une panne technique. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a procédé ce vendredi à la cérémonie de fin des formations à la gestion des ressources humaines de son personnel. Au total, 555 personnes ont été formées au cours des derniers mois, ici à Conakry et dans les 8 régions administratives du pays. Li Mariam Bailo. Engagé depuis le 3 mai dernier en faveur du personnel de la DRH, ces formations initiées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à travers l'assistance technique au programme d'appui à la réforme de la sécurité. Cette formation était une occasion pour les cadres et chefs de service de maîtriser les nouveaux processus et tests de gestion, mais aussi et surtout mesurer leur implication dans le dispositif mis en place par le ministère. Ces formations ont concerné en tout 60 fonctionnaires de la DRH, 225 agents des sections, 270 directeurs et chefs de service ici à Conakry et dans les 8 régions administratives de la Guinée. C'est pour donc mettre fin à ces activités que cette cérémonie de fin de formation a été organisée. Je suis en effet très heureux que nous puissions nous réunir à la fin de la phase de formation de gestion des ressources humaines qui ont été dispensées au personnel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Je me souviens m'être fait la réflexion lors de l'établissement du plan de formation que je préparais des périodes compliquées pour l'assistance technique du PARS. Les faits nous ont montré que la réalité dépassait les prévisions, car ce fut vraiment une opération d'envergure qui a nécessité un déploiement d'énergie hors du commun. Je ne vous cacherai pas ma fierté de constater aujourd'hui que notre équipe a fait face à cette charge dans un excellent état d'esprit, sans rechigner à la tâche
ni se plaindre de l'ampleur de cette tâche. La gestion des ressources occupe une place de choix dans la stratégie de réforme du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est pourquoi, représentant le ministre de la Sécurité à cette cérémonie, Dr Fodé Touré souligne que les attentes sont nombreuses. Nos attentes, vous savez qu'avant on avait une direction des ressources humaines. Aujourd'hui, grâce à la politique du gouvernement, nous avons notre division des ressources humaines est érigée en direction des ressources humaines. C'est la première fois dans notre département. Donc il y aura une certaine autonomie de gestion en collaboration avec le ministère de la fonction publique et de la réforme. Les participants, eux, se sont réjouis du déroulement du dit projet. Donc vraiment on est très satisfaits de la formation et vraiment on fera tout pour donner notre mieux à la police. Compte tenu de la formation que j'ai suivie avec l'expert de l'Union européenne, j'apprécie la formation. Je n'étais pas initié pour l'informatique, mais après la formation, je suis très initié maintenant. Je connais l'ordinateur, je sais ouvrir, je sais manipuler le. En marge donc de cette cérémonie, des attestations de fin de stage sanctionnant leur formation ont été données à l'ensemble du personnel de la DRH ayant participé à ce projet. C'est parti pour la conférence nationale sur la prévention de la torture et la détention illégale en Guinée. Acteurs des droits de l'homme, des ministères de la Justice et de la Sécurité ont largement échangé sur cette thématique ce samedi au Palais du Peuple. C'est une initiative de l'ONG Prisonniers sans frontières. Compte rendu Bamamadou Alpha. La prévention et la lutte contre la torture et les détentions illégales sont entre autres missions de l'ONG Prisonniers sans frontières. Les membres de cette structure viennent de lancer officiellement une conférence nationale impliquant tous les acteurs intervenant dans le domaine des droits de l'homme, de la justice et de la sécurité. À la fin des 6 mois de conférences et d'échanges, PRSF espère obtenir un résultat probant. Nous voulons que la torture soit bannie, on appelle stop à la torture, et qu'à la sortie de ces 6 mois, qu'on ne voit plus la torture dans les lieux d'interpellation, dans les maisons d'arrêt, les milieux carcérales en eux-mêmes. Prisonniers sans frontières va engager la réinsertion socio-professionnelle de 150 détenus libérés. En remettant un satisfecit au lauréat de Justice Makers 2017, la marraine de l'événement s'est engagée à soutenir cette ONG pour la réussite de sa mission. Cette conférence nationale qui réunit les acteurs concernés doit être profitable pour trouver des solutions à cette pratique qui est une préoccupation pour tous les pays membres. Et je m'engage personnellement à accompagner Prisonniers sans frontières pour la réussite de sa noble mission à la République de Guinée. La République de Guinée ayant ratifié la résolution sur le respect des droits humains sera donc obligée d'œuvrer dans ce sens. Et le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme reconnaît que des efforts sont en train d'être fournis dans le pays. La tendance est significativement à la baisse, puisque mon bureau visite tous les lieux de détention chaque année. On effectue plus de 150 visites dans les lieux de détention et de plus en plus, avec le concours de nos partenaires de la justice, nous observons une baisse significative des cas de torture. Mais cela dit que l'effort doit être soutenu et que dans le processus de réforme de la justice, que tous les acteurs de la justice qui passent par le centre d'instruction soient formés et informés sur la pratique de prohibition de la torture. Prisonniers sans frontières est une organisation internationale évoluant dans 7 pays francophones, y compris la Guinée, et elle intervient en milieu carcéral en appuyant les détenus. La forêt de Kakimbo se trouve de nos jours menacée par l'agroforesterie. Cette situation préoccupe l'Association des journalistes pour la sauvegarde de l'environnement. Les membres de cette structure ont procédé ce samedi au reboisement d'un espace dégradé de cette forêt. C'est une action qui vise à restaurer le couvert végétal dans cet endroit. Les détails avec Saloum Kone.
Depuis quelque temps maintenant, les membres de l'association pour la sauvegarde de l'environnement ont constaté la menace de l'activité humaine sur la forêt de Kakimbo. La déforestation ou encore l'agroforesterie sont quotidiennement pratiquées dans ce poumon vert de la commune de Ratoma. Et pour faire face à cette situation assez préoccupante, les membres de l'association ont apporté des plans à croissance rapide pour restaurer le couvert végétal. Nous avons constaté la forêt qui se dégrade peu à peu et il a fallu l'intervention de notre association pour saisir les autorités communales pour que nous venions vraiment planter les 120 plants ici pour restaurer la forêt. C'est Mélina qui ne va pas beaucoup durer, qui va pousser très bientôt et que nous estimons dans 1 à 2 ans arriver ici, vous allez voir une forêt parfaite. Les gardes forestiers de cette forêt classée ont tout d'abord apprécié l'action symbolique avant de promettre un contrôle régulier sur la croissance des plants qui ont été introduits dans le sol. La forêt de Kakimbo reste une forêt très importante pour la commune de Ratoma. D'abord, la nappe d'eau qui est là, c'est presque cette nappe qui ravitaille presque les différents quartiers de la commune de Ratoma. Donc, vu maintenant les occupations anarchiques, et le déboisement abusif, votre contribution sera la bienvenue pour la commune de Ratoma et particulièrement pour la section des eaux de forêt. En principe, les 100 plans que vous avez mis, 120 plans qu'on a mis, ça reste des plans symboliques que nous allons suivre matin et soir jusqu'à l'évolution complète. Et même un jour, vous viendrez voir la situation dans Djenna. Mais ce que je vais ajouter sur ça, désormais, les journalistes, vous devrez venir très tôt, plus tard au mois de juin. Le 15 juin, tout ce qu'on va faire, on est à 100% de réussite. Rappelons que la forêt de Kakimbo couvrait une superficie de 117 hectares. Il ne reste aujourd'hui que 14 hectares, précisent les spécialistes environnementaux. Cette situation est généralement provoquée par les occupations anarchiques, la déforestation ou encore l'agroforesterie. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, le Commissariat général de l'événement Conakry Capitale mondiale du livre a assisté ce samedi à la présentation de l'ouvrage intitulé « Guinée face aux défis démocratiques ». Dans ce livre, Dr Mamadi Kaba parle de défis auxquels la démocratie guinéenne se trouve confrontée et apporte des pistes de solutions pour que la Guinée réussisse son ancrage démocratique. Omar Sow. À travers cet ouvrage de 65 pages, l'auteur apporte des pistes de solutions, et cela après avoir identifié les défis qui assaillent le système démocratique guinéen. Pour Dr Mamadi Kaba, l'édition de cet ouvrage va servir à promouvoir la démocratie et l'état de droit en Guinée. Je souhaite que ce soit le cas pour toute la Guinée, que ce livre serve de repère pour faire avancer certaines questions essentielles liées à la démocratie et à l'état de droit en Guinée. Et sincèrement, je souhaite que ce soit une contribution de poids pour faire avancer la Guinée sur le chemin de la démocratie et du développement harmonieux. Une dédicace qui vise également à contribuer à la réussite de l'événement Conakry Capitale mondiale du livre. Cette présentation a connu la présence des acteurs politiques, ceux de la société civile guinéenne, mais aussi des institutions de défense des droits de l'homme. Certains d'entre eux ne manquent pas de mots, vu que l'ouvrage traite des questions liées à la vie démocratique. La démocratie dans notre pays a beaucoup de défis. Il en a parlé. Il y a le défi institutionnel, mais il y a des hommes surtout qui incarnent ces institutions. Nous avons aussi le défi de la maturité, n'est-ce pas, politique de nos peuples par rapport aux ambitions que nous exprimons. Pour Dr Mamadi Kaba, le choix du titre « Guinée face aux défis de la démocratie » s'explique par le fait que la Guinée est un État démocratique depuis la tenue des élections présidentielles de 2010, mais elle se trouve confrontée à des obstacles qui ne favorisent pas la bonne marche de certaines institutions. La démocratie, c'est d'abord les institutions du pays. Et la Guinée a mis en place des institutions qui peinent à fonctionner comme il se doit
Et cela est dû à un certain nombre de facteurs que nous avons tenté d'identifier. Et une fois que ces facteurs sont pris en charge, ça va permettre au pays d'évoluer, de faire un pas encore important. Selon l'auteur du livre, son ouvrage a été publié par les éditions universitaires européennes en Allemagne. Dr Mamadi Kaba s'est fait également l'obligation de dédicacer certains ouvrages déjà achetés par des lecteurs. Le continent africain qui apparaît dans ce nouveau rapport de l'ONU qui pointe la hausse de la faim dans le monde. Après 10 années de baisse constante, celle-ci augmente à nouveau en raison de réchauffement climatique et des conflits principalement. Regardez. Une lente mais constante régression, puis une augmentation soudaine. La seule année 2016 a connu, selon un rapport onusien, 38 millions de malnutris supplémentaires dans le monde par rapport à 2015. Ces chiffres sont directement liés aux conflits dans le monde et aux zones où ces conflits s'accompagnent d'inondations et de sécheresses. L'insécurité alimentaire s'est particulièrement aggravée en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Ouest. La faim concerne 11% d'Asiatiques et 20% d'Africains de tous les âges. 155 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent par exemple d'un retard de croissance. Et brusquement, les promesses de l'ONU ont du plomb dans l'aile. Tout cela pourrait saper les efforts pour venir à bout de la malnutrition d'ici 2030. L'Éthiopie fait partie des pays les plus durement touchés, où les ruraux demandent systématiquement une relance de l'investissement dans leurs petites exploitations agricoles, dont le continent africain dépend en très grande partie. Nous avons perdu notre cheptel à cause d'une longue période de sécheresse. J'avais 53 bêtes, j'en ai perdu 43, il ne m'en reste plus que 10. Sur place, les organisations admettent leur part de responsabilité. Nous ne pouvons pas continuer avec cette approche projet par projet. Les acteurs du développement doivent agir avec plus de synergie. Ce rapport onusien est disponible en français sur le site de la FAO et comprend aussi des données sur l'allaitement et l'anémie des femmes en âge de procréer. Certains prétendent que ces chiffres seraient bien plus graves, masqués par des critères de malnutrition trop restrictifs. En France, des policiers manifestent en 7 villes pour demander plus de moyens. Ils protestent contre leurs conditions de travail dans des locaux vétustes avec du matériel insuffisant. Ce sont surtout leurs épouses qui sont descendues dans la rue en raison d'obligations de neutralité. Suivez. Dans une voiture de police, un gyrophare qui ne fonctionne pas. La scène se passe à Paris, en pleine intervention. Ici, une énorme fuite d'eau dans ce commissariat, au milieu des ordinateurs et des prises électriques. Des murs défraîchis et des fils électriques dénudés au plafond. Ces images ont été prises par des policiers eux-mêmes. Elles témoignent des difficultés auxquelles ils disent être confrontés. Pour dénoncer ces conditions de travail, des policiers et leurs compagnes ont décidé de manifester. On a des véhicules qui ne fonctionnent pas des fois, on a des moyens radio qui de temps en temps se mettent en anomalie où on peut joindre personne. On court après des individus, on se retrouve tout seul sans moyens radio. On a plein de soucis de fonctionnement. Et ça vous met en danger ? Et des fois, effectivement, ça peut nous mettre en danger. Et ces images le montrent, l'état de certains véhicules laisse à désirer. Dans ce commissariat, par exemple, 8 voitures sur 10 étaient en panne en même temps, il y a quelques mois. Et quand elles roulent, elles sont parfois dans cet état. Certaines dépassent les 500 000 km au compteur. Cette policière témoigne de manière anonyme de ses difficultés. Ça m'inspire de la tristesse, parfois un petit peu de dégoût et puis de la honte. Pour nous, de travailler dans des conditions pareilles, c'est difficile, mais alors d'accueillir le public, c'est quand même assez pathétique. Cet après-midi, ces associations de policiers espèrent mobiliser au moins 5000 personnes dans 7 villes françaises. L'ouragan Irma aura décidément laissé un paysage de désolation là où il est passé dans l'Atlantique. Que ce soit à Cuba, où il est l'un des 3 premiers plus meurtriers depuis 100 ans, en Floride, où l'électricité peine à revenir, ou encore à Saint-Martin ou Saint-Barth,
ou dans ces deux îles d'ailleurs. Après les pillages, on craint désormais des épidémies liées au manque d'eau et d'hygiène. Regardez. Une semaine après l'ouragan, les habitants de Saint-Martin se sentent toujours abandonnés. Depuis le départ d'Emmanuel Macron, les forces de l'ordre se font rares. Alors pour éviter le chaos, ils ont dû s'organiser eux-mêmes pour se défendre et protéger leurs biens. Plusieurs personnes, à tour de rôle, toutes les 2-3 heures, ils ont fait comme une sorte de petite milice pour pouvoir protéger Anse-Marcel. Une milice armée? Pour certains. C'était obligatoire? Oui. Pourquoi? Parce que ici, vous avez des gens qui sont sans pitié, qui n'hésiteraient pas à vous agresser très sévèrement pour pouvoir avoir quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de pillage, car il n'y a plus grand-chose à piller. Désormais, ce sont les risques sanitaires qui inquiètent, car l'île est devenue une décharge à ciel ouvert. Ici, on craint la propagation d'épidémies liées au manque d'hygiène et d'eau potable. Tout le monde essaie avec tous les moyens du bord de récupérer de l'eau. Donc c'est pas de l'eau pour boire, mais c'est pour se baigner. L'urgence aujourd'hui, nettoyer et tout reconstruire. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.